des associations qui œuvrent à la défense et à la protection du bâti patrimonial, des paysages et des monuments historiques. Nous recevons Monsieur Gilles Algave, président de Maison Paysanne de France. Donc, Oui, il est en visio, je je ne sais suis là. pas lequel des deux. Voilà. Oui, 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 Très je suis en bien. visio. Vous m'entendez? Parfait. Monsieur Julien Lacaze, président des sites et monuments. Monsieur Philippe Gonzalez, correspondant de la Fondation de la sauvegarde de l'art français pour le Lot-et-Garonne, qui est un ancien architecte des bâtiments de France. Et Monsieur Christophe Blanchard-Dignac, président de Patrimoine Environnement. Donc, nous œuvrons au sein d'une mission qui veille à regarder le travail des ABF, le périmètre sur lequel s'exerce leur mission. Attendez, j'ai oublié mon papier. Je le fais chaque fois. Oui, c'est ça. Donc, il est important de vous entendre parce que, bien sûr, vous êtes ceux et celles qui avaient une mission extraordinaire de préserver ce qui constitue pour beaucoup de nos concitoyens un formidable cadre de vie, en même temps que leur accès le plus immédiat à la culture. Ce faisant, vous travaillez également au développement du potentiel touristique de nos territoires et donc à leur attractivité. On imagine cependant très bien que la tâche ne doit pas être facile, notamment au regard de nouveaux enjeux de la transition écologique. Donc, nous aimerions comprendre comment, dans le cadre de cette magnifique mission, vous endossez vous avez affaire à cet autre acteur majeur de la protection du patrimonial, qui est l'architecte des bâtiments de France. Quelles sont vos relations avec les différents acteurs publics intervenant en matière de sauvegarde du patrimoine? Est-ce que vous avez un soutien répété et adapté de la part des architectes des bâtiments de France? Selon vous, comment peuvent-ils assurer leur mission au regard en particulier des nouveaux enjeux de la protection patrimoniale? Est-ce qu'il faut amender les outils juridiques différents qui encadrent l'urbanisme au voisinage des monuments historiques SPR et PDA notamment? Telles sont les premières questions que nous nous posons. Cette mission a été à l'initiative du groupe Les Indépendants République et Territoires du Sénat, et le rapporteur de la mission est notre collègue Pierre-Jean Verzelen. Je vous propose sans tarder d'avoir un propos liminaire de 5 à 10 minutes chacun, puis après notre rapporteur vous posera quelques questions, et puis les collègues présentes interviendront également. Je vais donner la parole en premier lieu à monsieur Gilles Algave, président de l'association Maison Paysanne de France. Oui, merci. Vous me couperez quand vous estimerez que j'aurai dépassé mon temps de parole, parce que je suis relativement bavard. Donc voilà, je vous demande de surveiller à cela. Donc, pour présenter l'association, nous sommes sur ce domaine particulièrement riche quand on est dans la catégorie dite du patrimoine, mais malheureusement pas forcément connu ni reconnu, parce qu'il n'est pas enseigné comme il le devrait. On parlera beaucoup, je pense, de la culture nécessaire à transmettre, au savoir-faire nécessaire à passer. Ça touche tous les acteurs. Le propriétaire qui aujourd'hui est concerné par l'amélioration énergétique du bâtiment qu'il habite et qui malheureusement fait confiance aux professionnels qui ne sont pas toujours habilités à parler de cette catégorie-là qui est bien spécifique dans son mode de fonctionnement. Donc notre association depuis 1965, 60 ans bientôt, qui est reconnue utilité publique et agréée défense de l'environnement, milite pour essayer de faire passer sur le terrain auprès de tous les acteurs, professionnels ou non, élus aussi, qui ont un rôle, on pourra en parler, cette connaissance du bâti dit ancien, bâti d'avant 48, qui est fait de matériaux profondément écologiques. On revient aujourd'hui d'ailleurs à ces matériaux quand on parle des biosourcés et des géosourcés. On n'a rien inventé, on redécouvre un petit peu ce que les anciens avaient déjà mis en œuvre dans la construction de leur logique de bâtiments, outils de travail et maisons d'habitation. Et donc, nos actions visent à familiariser à ces savoir-faire qui sont un patrimoine immatériel très fragile, parce que souvent les quelques passionnés, entreprises ou constructeurs qui les possèdent, lorsqu'ils s'arrêtent, lorsqu'ils prennent leur retraite, eh bien, ils ont beaucoup de mal à transmettre ce savoir-faire qui n'est pas organisé dans la société pour permettre une permanence et une continuité de ces savoir-faire qui va permettre de
préserver et d'assurer la bonne conservation de ces bâtiments matériels qui maillent le territoire de nos campagnes, mais pas seulement, il y en a aussi dans les bourgs et même dans les villes. Hein. Au gré de l'histoire, les choses se sont bien modifiées et on a aujourd'hui un patrimoine qui est un bien commun, qui est particulièrement riche, qui fait l'attractivité de notre pays et que nous essayons, à l'aide de nos actions et de nos partenariats avec les élus, les communautés de communes qui sont sensibles à la question de plus en plus, les choses se mettent en place, et également avec les chercheurs. Il est important de dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très technicisée et tout passe par des chiffres, tout passe par des mesures, tout passe par des normes. On pourra parler de cette dictature de la norme qui est un problème quelquefois lorsque elle est appliquée de façon, on va dire, aveugle, et c'est le cas aujourd'hui pour le bâti ancien. Hein. La norme ne prend pas en compte aujourd'hui les modes de fonctionnement des matériaux mis en œuvre dans le bâti ancien. Et donc, le but, c'est de faire rentrer la connaissance de ces matériaux, les façons dont ces matériaux fonctionnent, dans la connaissance scientifique, avec des partenariats que nous avons avec des chercheurs. Ça fait la 3e étude que nous menons, même la 4e, après le projet Battant que tout le monde a certainement dont tout le monde a entendu parler, qui a montré que le bâti dit ancien d'avant 48 était dans une situation de sous-estimation par rapport au référentiel énergétique et qui les situait dans le bas des étiquettes qui aujourd'hui sont familières à tout un chacun. Ces bâtiments donc sont déjà performants, ils sont économes, ils ont une qualité qui est l'inertie, on va en parler de plus en plus puisque cette qualité-là, c'est celle qui assure le confort d'été des bâtiments. On n'en parle pas d'ailleurs dans les diagnostics, hein, puisqu'en définitive, on vend essentiellement des pompes à chaleur qui ensuite assurent le confort des maisons qui ont été faites avec des matériaux industriels qui n'ont aucune capacité naturelle à résister au transfert de température. Ils n'ont pas de, comment dirais-je, d'inertie. Et donc, on est là dans quelque chose qui fait partie d'une nécessité, faire rentrer dans la connaissance scientifique avec des chiffres à l'appui qui vont mettre tout le monde autour d'un consensus sur la nécessité de promouvoir une architecture même moderne, aujourd'hui contemporaine, qui utilise les qualités de ces matériaux qui sont profondément écologiques. Alors voilà notre combat aujourd'hui. Il est mené, bien entendu, avec les ABF, puisque c'est le cœur de cette audition. Nous sommes, on va dire, en parfaite synergie avec l'Association nationale des ABF représentée par son président, qui a participé avec nous à l'élaboration des documents que nous avons renvoyés aux différents ministères, le manifeste du G7, les lettres ouvertes, bref, à différentes occasions, ainsi que l'Association des architectes du patrimoine qui accompagne également les 7 associations membres du G7 Patrimoine qui a lancé le cri d'alerte pour justement attirer l'attention sur la situation de ce patrimoine rural essentiellement, qui était aujourd'hui mal, on va dire, apprécié par le DPE devenu opposable, dont le moteur de calcul ne prend pas en compte le côté dynamique et, on va dire, bioclimatique de ce type de construction. Donc voilà, nous sommes dans cette mobilisation. Nous avons, avec satisfaction, compris que le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique, aujourd'hui, travaillent ensemble, en relation, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça a été une grande surprise d'apprendre que le ministère de la Culture n'avait pas été informé lors du travail du ministère de la Transition écologique et de la mise au point de ce DPE qui pose problème. Maintenant, il semblerait que les choses soient réglées de ce côté-là et qu'une concertation est en place. Nous souhaiterions, en tant qu'association, être davantage associés à cette concertation. Et je pense que c'est quelque chose qui reviendra dans cet audit. Les ABF ont besoin d'être, on va dire, appuyés dans leur travail. On verra que beaucoup de staff manquent de moyens, aussi bien matériels qu'humains, et que le rôle que nous jouons peut être un moyen d'alléger la tâche de ces ABF.
Moi, j'ai entendu une petite sonnette. Est-ce que c'est le gong qui retentit? N'était pas le gong, non. Est-ce que vous aviez Non. quelque chose à rajouter? Ben, je pense que j'ai présenté le plus largement possible ce que je souhaitais faire. Je vais laisser la parole à mes amis qui sont là aussi et qui vont parler pour la structure qu'ils représentent. Et on va se retrouver, je pense, dans le développement et dans la suite des échanges. Voilà. Entendu. Je passe la parole à Monsieur Julien Lacaze, président des Sites et Monuments, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, je représente ici l'association Sites et Monuments, qui est la plus ancienne association de protection du patrimoine naturel et bâti en France, puisqu'elle a été fondée en 1901, autour d'ailleurs de l'idée de protection de la nature. Et ensuite, s'est intéressé aussi à la question du patrimoine bâti et s'intéresse aujourd'hui à la protection du patrimoine mobilier également. Donc effectivement, dans ces deux composantes qui sont fondamentales chez nous, sites et monuments, nous rencontrons, je dirais, quotidiennement les architectes des bâtiments de France. Alors sociologiquement, nous sommes une association qui n'est pas composée de châtelains. On est plutôt, nous, du côté des visiteurs. Voilà, on en a quelques-uns. On a des propriétaires de belles maisons. Mais voilà, pour vous donner un petit peu notre sociologie, ce serait celle-là. Nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 1936 et agréés pour la protection de l'environnement depuis 1978. Membre donc, des commissions nationales du patrimoine et de l'architecture, de la section qui s'occupe des sites patrimoniaux remarquables et également membre de la commission supérieure des sites. Et nous avons donc des délégués régionaux qui nous représentent dans les CRPA et dans les CDNPS, qui sont des lieux aussi où on rencontre pas mal l'avis des ABF. Nous sommes tout à fait en osmose avec ce que peuvent demander les ABF, et même nous aurons tendance à aller parfois un petit peu plus loin. Nous pouvons être critiques avec certains avis d'ABF qu'on peut regretter. Nous, on serait allé plus loin. Alors, on sait bien que les choses sont complexes, que voilà, dans certaines villes comme Paris, il est très délicat d'aller contre la pression immobilière, qu'il y a des questions politiques qui effectivement jouent, ce qui peut créer d'ailleurs des formes d'incompréhension, de distorsion. Pourquoi dans ce dossier-là, l'architecte des bâtiments de France a-t-il donné son accord et pourquoi pas dans celui-là? Nous montons au créneau pour dire, voilà, dans ce dossier, il aurait fallu que l'architecte des bâtiments de France agisse, mais en tous les cas, on est pour le maintien en fait des prérogatives des architectes des bâtiments de France, mais on va revenir en détail là-dessus et surtout pour leur donner des moyens suffisants pour travailler, qui est la seule façon de les évaluer. Il faut les évaluer avec un niveau normal en fait tout simplement d'architectes des bâtiments de France et d'agents pour travailler. Voilà, tirer des conclusions sur leur activité dans le cadre actuel nous semble problématique. Voilà. Cadre est posé. Alors, je vais passer la parole maintenant à Monsieur Philippe Gonzalez, correspondant de la Fondation de la sauvegarde de l'art français pour le Lot-et-Garonne et qui donc est un ancien architecte des bâtiments de France. À vous, monsieur. Oui, merci Madame la Présidente et bonjour à tous, Monsieur le rapporteur. Donc je voudrais donc représenter maintenant la sauvegarde de l'art français. Le président, vous m'entendez bien? Oui. Le président Rohan Chabot s'est excusé et m'a demandé de le remplacer pour la sauvegarde. J'ajoute que je suis délégué territorial de la Fondation du patrimoine et effectivement, vous l'avez mentionné, j'ai exercé pendant 38 ans comme ABF, donc j'ai fait peut-être le tour de pas mal de questions, ce qui est un exercice difficile aujourd'hui de les renseigner. Donc la sauvegarde, c'est une fondation depuis 2017, et avant c'était une association fondée en 1921. Donc, le centenaire a été célébré voici 2 ans, en 1921, par Édouard Mortier, duc de Trévise. Et sa présidence a duré 25 ans, et ensuite, jusqu'en 1972, c'était Aliette de Rohan. Donc, cette fondation aujourd'hui
veut promouvoir la connaissance du patrimoine mobilier et immobilier, principalement d'essence religieuse. Donc, ce sont les églises, les chapelles et le mobilier des communes, principalement religieux, le mobilier des communes qui pourrait être restauré. Voilà, pour cela, il y a le prix Trévise et le prix Maillet qui ouvrent des perspectives pour les chercheurs, les scientifiques qui veulent publier d'une façon ou d'une autre, papier ou numérique, des travaux de recherche permettant la mise à disposition des connaissances. Donc, faire connaître le patrimoine. La sauvegarde donc, a une action limitée, bien sûr. Ce sont les églises d'avant 1800. Ça écarte d'emblée tout le 19e siècle, qui pourtant est devenu très intéressant. Et les édifices non classés. En revanche, les édifices inscrits ou non protégés. Alors, sur les 42 000 églises en France, je suppose que la cible de la sauvegarde de l'art français doit se limiter à un peu moins de 30 000 édifices. Bon. La sauvegarde soutient... Excusez-moi, on n'a pas bien entendu. Vous avez dit un peu moins de 30 000 édifices, c'est ça? Oui, voilà. Merci. Et la sauvegarde peut aider une centaine de dossiers par an, quelquefois un peu plus, ce qui fait entre 1 million et 1,5 million d'euros d'aide directe. C'est grâce au fonds Maillet, donc Aliette de Maillet, marquise de Maillet, mais Aliette de Rouen, était passionnée d'archéologie et d'architecture médiévale. Il y a consacré sa vie donc elle a légué sa fortune qui travaille pour les édifices religieux aujourd'hui sous les conditions que j'ai énoncées. Alors, cette action directe qu'on appelle le legs Maillet est intéressant puisque un peu plus d'une centaine d'édifices ont droit aux aides sur travaux, mais également sur les études préalables. Ce qui, pour les monuments historiques, inscrits, puisque vous avez compris que les classés n'étaient pas aidés, mais les inscrits, oui, et les non protégés, oui. Donc, pour les inscrits, il faut faire des études. La TRAC est exigeante là-dessus, études de diagnostic, et on n'arrive même plus à les financer aujourd'hui. Les communes sont dans une impasse depuis 2 ou 3 ans. Le prix de l'énergie, évidemment, les lendemains de la pandémie, on s'y attendait. Les projets ont beaucoup de mal à être programmés, à être déjà étudiés et programmés. Alors, dans ce cadre, la sauvegarde demande l'avis de l'ABF pour être sûr, au moins sur les édifices inscrits, que tout est en ordre, que le permis de construire a été donné, que l'étude de diagnostic, que le contrôle scientifique et technique qu'exerce la TRAC au centre général. Donc, on s'appuie sur l'avis de l'ABF local qui nous donne le feu vert environ 8 fois par an et par département. Enfin, un peu moins quand même, puisqu'il y a des départements qui sont assez inactifs. On ne sait pas pourquoi. C'est dû au turnover, pardonnez-moi ce terme, c'est dû au renouvellement du corps des ABF. Et depuis quelques années, on a beaucoup de nouveaux, même si l'attractivité n'est pas au rendez-vous. On a beaucoup de nouveaux qui ont pris le relais et la sauvegarde n'est pas toujours connue. Alors, après, c'est une question de temps. Hein. Pour ma part, j'ai rencontré la sauvegarde en 1987 à l'occasion de la restauration d'une chapelle où Jeanne d'Arc avait bivouaqué près de Châlons avant d'arriver à Reims. Alors, ça avait beaucoup plu à la sauvegarde, puisqu'il y avait un parchemin aux archives départementales signé de Jeanne d'Arc qui le prouvait. Donc, j'étais un peu ébloui à ce moment-là sur la patrimonialité de cette association qui est devenue donc une fondation en 2017. Donc, je vous ai parlé du prix Trévise et du prix Maillet.
Et les artisans de nos échanges, c'est effectivement principalement la DRAC, avec au premier chef l'architecte des bâtiments de France. Alors, j'aurais du mal à en parler puisque j'ai été ABF 38 ans, mais je vais essayer. Bon. Alors, est-ce que l'écosystème paraît de manière satisfaisante? Alors, j'allais prendre la métaphore d'un jardin que vous plantez dans les années 80 ou 90, et en 2024, vous vous apercevez qu'il a beaucoup prospéré, et qu'il y a des branches dans tous les sens, et qu'il faudrait réduire. Mais est-ce qu'on peut vraiment réduire le périmètre? On va en parler tout à l'heure. Les périmètres délimités, c'est une bonne formule. Les PDA, les périmètres délimités des apports, c'est la bonne formule. Je crois qu'on vous l'a déjà dit. Le président de l'association des ABF a dû vous le dire. Le ministère réfléchit à ces PDA. Ça, c'est très important. Il faut promouvoir cette géométrie raisonnée et participative du périmètre physique, du périmètre géométrique des espaces protégés. On va en parler plus loin. Voilà, je voulais vous présenter très brièvement l'action de la sauvegarde. Il ne m'appartient pas de parler de la Fondation du patrimoine avec laquelle je collabore depuis 2 ans. Voilà. Merci. Pour le moment. Et je cède enfin la parole à M. Christophe Blanchard-Dignac, président de Patrimoine Environnement. Merci Madame la Présidente. Alors nous sommes une fédération nationale d'associations. 210 associations, groupements d'associations, donc beaucoup de membres indirects. Donc fédérer, c'est déjà une mission compliquée, avec aussi des membres individuels qui sont plutôt des passionnés du patrimoine, beaucoup de juristes, beaucoup d'architectes, de paysagistes, enfin, des personnes très engagées dans la défense du patrimoine bâti, mais aussi des paysages. C'est un point très important. Patrimoine environnement est agréé, reconnu, etc., nous avons comme les autres. Une fusion de 2 associations, 2013, une association assez ancienne, plutôt axée sur l'urbanisme, et une association qui était déjà une fédération. Notre nom, Patrimoine Environnement, veut bien dire ce que nous sommes. Des personnes convaincues par la nécessité de conjuguer, non pas d'opposer, patrimoine et environnement, ce qui, en matière de rénovation énergétique, n'est pas toujours très facile, ou d'implantation d'énergie renouvelable. Nous avons une vision de la ville qui est une vision cohérente, c'est-à-dire qu'on doit intégrer la protection du patrimoine, l'existence d'espaces verts, le respect des paysages dans la construction de la ville. Parce que notre responsabilité, c'est de penser aux habitants. Je crois que pendant la période de confinement, beaucoup de personnes se sont aperçues que la perception de verdure qu'ils avaient dans le petit rayon où il leur a été permis de se promener était assez limitée, en tout cas même à travers les fenêtres des appartements dans lesquels ils étaient confinés. Nous sommes pour une vision de la ville alliant la construction, bien sûr, le logement, mais aussi ces espaces verts et aussi la possibilité de voir des choses, d'avoir une vision qui ne s'arrête pas au mur d'en face. Et puis le patrimoine, pour nous, est une source de valeur, avec un S, et surtout, le patrimoine, dans notre vision, est un patrimoine vivant. Un patrimoine pour qu'il soit vivant, il faut déjà qu'il ne soit pas mort. Donc la première des choses est de le préserver. Mais une fois qu'on l'a préservé, il faut le faire vivre. Et on a des très beaux centres historiques préservés, mais dans lesquels il n'y a plus d'habitants. Et quand il n'y a pas d'habitants, tôt ou tard, le patrimoine se dégrade. Il manque quelque chose, il manque déjà une animation, il manque un esprit. Et voilà, donc pour que le patrimoine vive. Nos
Nos sujets vis-à-vis des ABF, on va en parler dans le détail, je ne vais pas prendre plus de temps. Nous, on aime bien les ABF. Voilà, nous les aimons parce que ils aiment ils aiment le patrimoine. Ils ne sont pas les seuls, mais ils se battent avec des pouvoirs que la loi leur a confiés. Et ces pouvoirs-là, nous sommes très jaloux de leur maintien. Nous voulons, quand je dis jaloux, nous ne voulons pas qu'on remette en cause ces pouvoirs, même s'il y a une évolution à faire pour que cette charge qui est très lourde, qui pèse sur 189 personnes, ce qui n'est pas beaucoup pour 8% du territoire à protéger, cette charge, il ne faut pas que les ABF soient les seuls à la porter. Le patrimoine mérite que tout le monde se mobilise pour lui. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, je suis tout à fait prêt à répondre aux questions. J'ajoute qu'à titre personnel, ça ne fait pas longtemps que je suis président de Patrimoine Environnement, c'est le bâtonnier de la Bretèche, bien connu de la Haute Assemblée, qui m'avait fait venir à ses côtés, sentant hélas que sa santé ne lui permettrait pas de s'occuper plus longtemps de patrimoine environnement. Donc le bâtonnier n'est plus là, mais je suis son fidèle, en quelque sorte, porte-parole, toujours. Je suis un ancien haut fonctionnaire. J'ai été directeur du budget à une époque où les comptes étaient tenus. Voilà. Et j'ai été président de la Française des Jeux pendant 14 ans. Et comme certaines personnes le savent ici, j'ai fait un séjour de 5 ans à la Cour des comptes avant maintenant de rejoindre des activités familiales où je m'occupe de petites entreprises, notamment industrielles, ce qui n'est pas une partie de plaisir non plus. Voilà, donc je suis à votre disposition pour vous parler des ABF. Donc à Jean Verzelen qui est le rapporteur. Alors, merci de vos interventions et bonjour à ceux qui sont en visio. Je voulais, Monsieur Gonzalez, qu'on profite de votre expérience, puisque vous avez été ABF, vous avez dit, pendant 38 ans, peut-être, mais assez rapidement, mais nous décrire dans votre métier ce que vous avez vu évoluer sur votre carrière, de positif ou de négatif, mais en tout cas, comment vous avez vu les choses évoluer pendant ces presque 40 ans d'activité. Ensuite, je livre une question aux 4 personnes qui se sont exprimées, en n'ayant pas de solution technique à vous proposer, mais juste sur l'idée. Parce qu'on reçoit beaucoup, depuis le début, des gens qui travaillent dans le patrimoine classé, etc. C'est tout à fait logique dans le cadre de la mission qui est la nôtre. Mais pensez-vous qu'on puisse faire vivre une notion d'intensité patrimoniale? Encore une fois, je n'ai pas de choses carrées derrière à vous dire ça, mais est-ce que les exigences, le cadre des autorisations et les exigences surtout doivent être les mêmes quand on habite entre le Louvre et le Palais du Luxembourg et quand on est dans une commune où j'étais maire, Crécy-sur-Serre, où il y a un bâtiment de classé qui s'appelle une tour, qui est très bien, mais enfin, qui a un intérêt, certes. Enfin voilà. Est-ce qu'on peut faire vivre cette notion d'intensité patrimoniale? Et puis ensuite, sur le dernier sujet que vous avez abordé, monsieur, sur les centres historiques qui des fois se vident. C'est pas que dans les villes, c'est aussi des fois dans les campagnes, parce que en général, ce sont de belles bâtisses et qui demandent donc des moyens assez importants pour faire des travaux et pour les faire revivre avec des exigences qui sont d'ailleurs tout à fait logiques dans les périmètres et dans ces bâtiments classés. Mais derrière ça, évidemment, il y a des gens avec des moyens, des familles avec des moyens financiers ou pas. Et comment appréhendez-vous cette notion qu'on aborde peut-être peu, mais à la fin, il y a des gens qui doivent payer pour faire des travaux. Et ça joue, j'imagine, aussi beaucoup sur les sujets qu'on a évoqués. Voilà, j'espère que j'étais clair. Donc, Monsieur Gonzalez, sur le métier, comment vous l'avez évolué? Pensez-vous qu'on peut faire vivre, qu'on peut demander la même chose, je caricature, mais entre encore une fois, si on est dans le coin ou à Versailles, et quand on est dans une commune rurale avec une église qui est classée? Je ne parle pas sur le bâtiment classé, hein, je parle pour les gens qui font des travaux chez eux à côté. Et puis ensuite, cette notion de coût qui est engendrée notamment dans les centres où des maisons dépérissent souvent à l'abandon. Merci. Gonzalez, peut-être, on ne vous entend pas, peut-être que vous n'avez pas votre micro. Voilà, parfait. On vous écoute. En 1978, les ABF sont partis au ministère de l'Environnement.
il a été créé à ce moment-là, en 1978, un grand ministère qui voulait rassembler beaucoup. En fait, c'était l'équipement hein, qu'on a appelé environnement, puisque les idées étaient en ébullition depuis déjà 8 ou 9 ans sur ce sujet de l'environnement. Donc, ils sont partis de la culture où on les maintenait sans service, c'était des hommes seuls, au ministère de la Culture. Hein. En 78, donc la carrière au ministère de l'Équipement, qui a changé beaucoup d'appellations, urbanisme, logement, etc. La carrière s'est déroulée dans ce ministère que nous avons essayé de faire évoluer, c'était les ponts des chaussées. Hein. Nous étions inspectés par les ponts des chaussées. Alors, ils regardaient nos cathédrales comme de possibles champs d'application, et ça nous a un peu étonnés. Mais à un moment, quand même, dans les années 2000, ce grand écart s'est fait sentir davantage. En 2007, nous sommes revenus avec nos services, les SDA à l'époque, services départementaux de l'architecture, nous sommes revenus à la culture. Nous avons été accueillis pour consolider les DRAC. Je crois que c'était Madame Albanel à l'époque. Il fallait consolider les DRAC pour faire, avec les écoles d'architecture, le 1%, etc. Donc on se sentait plus à l'aise au ministère de la Culture, c'est certain. Et nous avons rejoint les DRAC en 2010 parce que préalablement, nous étions sous l'autorité des préfets de département. Donc il y a eu un changement là. Alors ça, c'est l'évolution de la carrière à grands traits. Vous avez compris que ça pouvait motiver des réflexes par rapport au patrimoine. Donc, j'allais dire, quand j'ai commencé en 83, tout était plus simple, évidemment. Alors, au ministère de la Culture, de l'Équipement, on nous laissait tranquille, entre guillemets. On n'avait pas de circulaires très souvent. Le classeur des circulaires était quand même très mince. Il y en avait une tous les 4 ou 5 ans. Donc, on faisait un peu ce qu'on voulait, et c'était un peu le premier âge. C'était pas l'âge d'or, hein, c'était du tout, hein, c'était le premier âge. Et à partir de 2007, là, on s'est occupé de nous. Il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de textes, enfin 2 ou 3 par an. Il fallait les mettre en œuvre, évidemment. Et le patrimoine n'était jamais perdu de vue, mais je sais par exemple que le patrimoine non protégé, c'est-à-dire ce qu'on appelait le PRNP, que M. Patine avait mis au point en 81, avant les élections présidentielles. Il avait enfin fait accéder le patrimoine non protégé au financement du ministère de la Culture. Et ce PRNP, qui permettait quand même de faire 7 ou 8 opérations par an pour des toitures, des choses sur le bâti vernaculaire, a été décentralisé, puisque c'était le grand mot d'ordre à partir de 99-2000, et il fallait transmettre au département. Donc ces lignes budgétaires ont été transférées aux conseils départementaux. Donc on ne s'occupait plus que de l'urbanisme, et évidemment des monuments historiques, chacun dans son département, en ayant environ 400, c'est-à-dire 1% des 45 000. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, à partir de 2000, on a vu des textes, et notamment, il fallait verdir, et les ZPPAUP, hein, c'est les ancêtres des SPR, il fallait verdir, il fallait adapter des textes qui devenaient de plus en plus équivoques, finalement, puisqu'il fallait quand même et maintenir le cadre réglementaire et rendre les choses admissibles. Donc, en fait, on a vu la complexité s'afficher, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Hein, je crois que ce n'était pas propre à la conservation du patrimoine. Et une certaine distanciation s'est opérée à partir des années 2005-2006, où on réfléchissait déjà très fort au texte qui allait arriver en 2007, notamment les architectes en chef des monuments historiques qui n'avaient plus leur monopole, etc. Et les DRAC qui se renforçaient.
et l'ABF donc intégré au DRAC dans les régions anciennes à cette époque, à partir de 2010. Donc, une lecture non pas si confuse, mais il fallait avoir de nombreux cadrans sous les yeux pour comprendre le chemin à emprunter à chaque fois, et il fallait faire du conseil pour tous, et ne pas perdre de vue son préfet de département, qui ne manquait pas de nous donner, j'allais dire, comme ça, façon discrète, des orientations, encore que ce préfet de département nous laissait très tranquilles. Donc, la complexité est arrivée, et je sais que maintenant, les sénateurs se sont déjà penchés sur ces questions anciennement, comment rendre les choses plus intelligibles. C'est un vaste chantier, il faut y travailler, c'est certain. Donc, je vous ai tracé l'intensité patrimoniale, c'est un concept. On a travaillé beaucoup sur la co-sensibilité. La co-sensibilité, c'était une duplication de la co-visibilité. Vous savez que pendant longtemps, il fallait être en co-visibilité et aux abords de 500 mètres. Dans les PDA, depuis la loi LCAP de 2016, la co-visibilité n'est plus requise. Il suffit d'être dans le périmètre pour être un avis conforme. Alors, est-ce qu'il faut rétablir la co-visibilité? C'était vraiment une bouteille à l'encre. On se demandait tout le temps si c'était co-visible, depuis le clocher, depuis les arbres, pas les arbres, etc. Les allées d'arbres. Donc là, il y a eu une évolution avec les PDA. On nous a demandé d'en faire des périmètres. Ça s'appelait PPM en 2005. Je crois que c'est la loi SRU en 2000 qui les a amenés. On les attendait depuis longtemps. C'est devenu périmètre délimité des abords en 2016. Et il y avait une appellation intermédiaire avant. À chaque fois, les articles du code ont changé. Alors, pour expliquer aux élus, ce n'était pas commode, évidemment. Donc, dans le PDA, il n'y a plus d'avis de co-visibilité. Et nous étions dans la co-sensibilité. C'est-à-dire qu'on nous demandait d'évaluer l'intensité, finalement. Alors, cette notion de hiérarchisation, elle est fondamentale. Il faudra arriver à trouver des PDA avec des documents prescriptifs qui soient de complexité, sans faire pour autant des SPR avec un règlement, un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, un PVAP, trop compliqué. Mais pour les villes de plus de 20 000 habitants, là, il faudrait certainement faire des PDA avec des petits documents descriptifs, prescriptifs, pardon, qui pourraient balayer la plupart des questions. Il en restera toujours, évidemment, mais les questions de couleur, de matériaux, beaucoup de questions peuvent être déjà portées dans un petit code dans le PDA ou les PDA, les périmètres délimités des abords. L'intensité, Versailles n'est pas partout et les grandes cathédrales non plus. Bon, je suis resté 8 ans à Reims, je me souviens de ce magnifique vaisseau qui faisait la gloire de la France, bien sûr. On la voyait de partout, hein. Mais il faudrait effectivement arriver à hiérarchiser de 1 à 5 l'intensité. Peut-être que c'est une voie à soumettre à un groupe d'études. Ça, oui, je retiens cette idée qui va plus loin que la co-sensibilité. Et pour les centres anciens qui se vident, les rénovations urbaines ont fait beaucoup de dégâts dans les années 70. Et quand elles n'ont pas été faites, eh bien, les centres croulent. Ça s'est dépeuplé, ça s'est... Et
pas seulement dans les sous-préfectures, hein, partout. Les centres anciens, donc pour revitaliser, là, c'est un grand travail. Je crois que le ministère de l'écologie travaille beaucoup. Et il faut renforcer la collégialité là, sur ces questions. Les ABF doivent sûrement être partie prenante sur les centres anciens. C'est voilà, c'est leur champ d'application principal. Le rural, bien sûr, mais dans le rural, on s'entend toujours avec les maires ruraux. On connaît leurs difficultés. On sait que déjà, on est déjà en 2026 et peut-être 27 pour eux. Donc, on connaît leurs difficultés. Mais là où c'est plus difficile, c'est dans les villes de plus de 20 000. Il y a beaucoup à faire et les retards sont particulièrement sensibles. Je crois que, répéter, mais la rénovation urbaine a fait des dégâts, mais a apporté beaucoup de paroissiens, beaucoup d'habitants. Et maintenant, a été fait, j'ai de nombreux exemples en tête, près de Saint-Étienne, où je suis resté 20 ans, Saint-Chamond, il y a beaucoup de communes qu'on n'arrive pas à redresser. C'est étrange. C'est étrange. Pourtant, qui était très industriel à une époque, les aciéries de la marine, etc. Mais tout ça a été déménagé. Et les habitants qui restent là, très difficile. Voilà, pour répondre brièvement sur l'intensité patrimoniale, là, c'est un concept intéressant. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Alclave, s'il vous plaît. Il est en visio. Est-ce qu'il nous entend toujours? Oui, voilà, parfait. Et votre micro, s'il vous plaît. Ah, j'ai remis mon micro, excusez-moi. Donc, merci pour ce temps de parole. Moi, la notion d'intensité patrimoniale me gêne un peu, car à Maison Paysanne, on pense que justement dans la catégorie patrimoine, on ne doit pas faire de hiérarchie entre le petit et le grand. Le patrimoine qui nous intéresse à Maison Paysanne, c'est un patrimoine qui n'est pas connu, je l'ai dit tout à l'heure, et donc pas reconnu. Il n'y a pas eu de grand traité sur les magnifiques éléments qui aujourd'hui d'ailleurs font l'admiration au fur et à mesure où les consciences évoluent. Hein. On a classé au patrimoine des éléments qui étaient considérés comme inintéressants à une certaine époque. Et je parle en particulier du patrimoine en terre crue auquel je suis très attaché parce que j'habite moi-même une maison en pan de bois et en torchis du XVe siècle, qui est une ancienne dépendance abbatiale, qui n'était donc pas une maison de pauvres à l'époque. Et on sait qu'aujourd'hui, ce patrimoine qu'on appelle vernaculaire est devenu un patrimoine misérable souvent, parce que pas compris, parce que concurrencé par d'autres modes constructifs qui, dans les mentalités aujourd'hui du consommateur, qui est facile à formater, on vend plus le parpaing, la maison moderne, soit-elle passive ou pas, qu'une belle maison ancienne faite de ces matériaux qui aujourd'hui sont profondément intéressants. On en reparlera aussi, puisqu'il y a un projet national terre crue sur le matériau terre qui fait partie des matériaux qui va rentrer dans la modernité dans peu de temps. J'en suis persuadé. Donc, la notion d'intensité patrimoniale, pour moi, elle est fonction de la culture que l'on a et de l'image que l'on se fait du patrimoine. Quand on parle du patrimoine, on parle souvent du patrimoine de la ville. Alors, vous avez cité par exemple le Louvre ou d'autres quartiers effectivement prestigieux, ça fait aucun doute. Là, l'intensité est maximale, on ne fera pas n'importe quoi. Mais déjà ici, dans ces configurations, dans ces contextes, l'affaire est entendue. Tout le monde, effectivement, est prêt à voir qu'il faut effectivement des contraintes et qu'on ne peut pas permettre à n'importe quel promoteur ou n'importe quel, on va dire, intervenant de produire quelque chose qui va porter atteinte à une histoire. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est dans le monde rural, où il y a très très peu de contraintes de protection. Beaucoup de villages n'ont pas d'église protégée au titre des monuments, n'ont donc pas de périmètre, et donc il n'y a pas l'œil expert de l'architecte des bâtiments de France qui va venir quelquefois limiter l'évolution qui va dans le mauvais sens. Et là, c'est tous les dangers. Et c'est ce patrimoine-là qui nous intéresse, nous, puisque, en définitive, c'est celui qui est aussi étranger aux ruraux que peut l'être la culture dont parle Madame Dati quand elle parle du monde
de la culture qu'elle veut remettre à la portée du monde rural, il faut savoir que le monde rural, il est aussi éloigné de la culture des villes qu'il l'est de sa propre culture, qui pourtant fait partie de son cadre de vie. Tout simplement parce qu'on ne l'enseigne pas. On ne l'enseigne pas dans les écoles. Quand je parle dans les écoles, on va dire, de nos enfants, on n'en parle pas dans les écoles d'architecture, même si de plus en plus on commence un petit peu à voir émerger des programmes sur cette thématique. Nous sommes bien placés pour le dire, puisque Maison Paysanne fait de la formation certifiée Calliope, et dans nos formations, nous avons de plus en plus de conservateurs du patrimoine, d'architectes du patrimoine, qui viennent avoir un complément de la culture qu'on ne leur a pas servi lorsqu'ils ont mené leurs études, puisqu'en fait, quand on parle de patrimoine, c'est le grand patrimoine et non pas le petit. Je le mets entre guillemets, le mot petit, puisque je conteste cette hiérarchie qui, à mon avis, n'est pas une bonne vision du monde du patrimoine, qui est d'une richesse infinie et qui constitue un tout que l'on ne peut pas aborder autrement qu'avec, on va dire, les mêmes exigences quelque part. Bien entendu, tout ceci nécessite une acculturation de tous les élus, c'est ce que j'ai expliqué au début, on y travaille quelquefois avec des collectivités territoriales qui nous sollicitent pour faire des interventions et faire prendre conscience de cette grande culture que constitue éventuellement dans une région où il est très présent, le bâti en bois et en terre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le plus présent en France et souvent le moins visible, le moins reconnu. Et le plus fragile, c'est celui qu'on détruit, qu'on laisse à l'abandon et qu'on voit disparaître au fil des années. Donc, je rappelle que nous avons travaillé pour faire entrer dans la connaissance telle qu'elle est aujourd'hui considérée dans notre société moderne, ces règles qui n'étaient que des règles d'oralité. La transmission des savoirs, autrefois, c'était un petit peu comme les compagnons. Il n'y avait pas forcément des écrits savants, mais il y avait simplement des contacts humains et un travail au cours du chemin compagnonique sur les chantiers au fil du temps où l'apprentissage se faisait. Nous avons travaillé aujourd'hui pour faire rentrer les règles de bonne pratique dans 6 techniques qui mettent la terre en œuvre en France. Le pisé, la bauge, le torchis, les enduits d'argile, l'adobe, toutes ces techniques donc, qui sont des techniques profondément écologiques et qui d'ailleurs peuvent être déclinées aujourd'hui dans l'architecture contemporaine. On voit quantité de projets qui font appel de nouveau à cette intelligence. Donc il est nécessaire, à mon avis, d'avoir non pas une vision hiérarchique du patrimoine, mais une connaissance de ce patrimoine, et cela suppose forcément de faire des inventaires. Et on souhaiterait que lorsque les documents d'urbanisme sont en cours de révision ou en cours d'élaboration, que ce soit les PLUI, ou PLU tout simple, ou les OPH qui comportent de façon facultative un volet inventaire de l'architecture, on va dire, remarquable des territoires, deviennent non plus facultatives, mais obligatoires. Et qu'on aide effectivement les élus qui sont en charge de mener ces documents jusqu'à leur fin, qu'on aide les élus à réaliser cet inventaire, qu'on les éclaire, qu'on leur ouvre l'esprit, qu'on leur permette de finalement considérer que leur territoire, si rural et si éloigné de la ville soit-il, est un territoire qui fait envie à beaucoup d'urbains. On l'a vu au moment du Covid, et c'était une époque très intéressante pour considérer que le cadre de vie, il intéresse finalement l'habitant, quel que soit son contexte, que ce soit un urbain ou un rural. Les gens ont besoin de nature, d'équilibre, de beauté. Et cette architecture dont nous sommes passionnés à Maison Paysanne, elle est le modèle de ce que les êtres humains, dans leur ensemble, sont en droit d'avoir dans un cadre de vie qui fait leur équilibre. Donc voilà ce que je pense qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de patrimoine. C'est un patrimoine riche, difficile à cerner quelque part sur le monde de la ruralité, puisque souvent nous sommes dans des configurations où les élus sont tout seuls, ne sont pas aidés pour prendre conscience de la richesse de leur environnement et sont souvent sous la pression, il faut le dire aussi, des promoteurs
et des lobbies de tout genre qui les poussent quelque part à faire des choix qui ne sont pas ceux de la préservation ou de la conservation. Nous avons été invités, Maison Paysanne, à participer sur justement ce thème de la formation au bâti ancien et à sa connaissance aux 13e journées professionnelles de la conservation-restauration du ministère de la Culture à la Cité de l'Architecture et à Paris. Et donc, pour simplement appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un élément qui manque profondément à la culture dans toutes ses dimensions. Et en particulier, les professionnels sont aussi intéressés à l'acquisition de la connaissance de cette culture qui, comme je le dis tout à l'heure, est le parent pauvre de la transmission ou de l'enseignement. On a de plus en plus d'écoles d'architectes qui viennent vers nous et qui nous demandent des interventions pour justement, on va dire, modifier un petit peu cette trajectoire. Et c'est plutôt encourageant. Mais moi, je pense donc qu'il faut se lancer dans cette pédagogie autour de la notion de patrimoine, d'autant plus que nous sommes dans une cohérence avec la notion de développement durable et la notion d'économie d'énergie. Le patrimoine, par essence, il est forcément dans le durable, il est forcément dans le respect de ce qui aujourd'hui est souhaitable dans l'utilisation des matériaux, c'est-à-dire le recyclage, des matériaux tirés du sol, des matériaux qui ne coûtent pas grand-chose et qui n'ont pas un bilan carbone démesuré, si on ne va pas les chercher très loin, et c'est le cas des constructions qui étaient celles de nos ancêtres, les paysans. Et tout ceci, donc, aujourd'hui, c'est le cœur de l'actualité. Et il faut lier, à mon avis, les thématiques et montrer que nous ne sommes pas dans le passé, nous ne sommes pas dans la nostalgie. Lorsqu'on parle de cette catégorie de patrimoine, nous sommes dans l'avenir. Nous sommes dans l'activité des territoires, de la ruralité. Nous travaillons par exemple avec 2 communautés de communes dans la région où je vis, dans les Hauts-de-France, pour mettre en place des filières de production de chanvre. Et le chanvre, c'est une plante qu'on connaît bien dans notre région puisqu'on l'a tissé. On a tissé le lin partout, d'ailleurs, dans d'autres régions aussi. Donc, ça fait aussi partie des pratiques historiquement attestées dans nos régions. Et aujourd'hui, revenir à ces cultures, eh bien, ce n'est pas un retour en arrière, c'est véritablement montrer qu'on est dans une logique patrimoniale, encore une fois, puisqu'on va permettre une activité économique autour d'une plante qui a des qualités profondément écologiques. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la terre. C'est bon aussi pour créer des sous-produits qui vont nous permettre d'améliorer les performances thermiques du bâti ancien, puisque ces matériaux sont dans les mêmes logiques perspirantes et ne vont pas porter atteinte au mode de fonctionnement de ces écosystèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont mal connus aujourd'hui et souvent mal traités avec un financement public scandaleux, puisqu'en fait, on ne contrôle pas le fait qu'on puisse coller des plaques de polystyrène sur des façades en bois, en terre ou en pierre de nos maisons qui sont dans des villages où personne ne vient mettre les hauts là, puisqu'il n'y a pas de périmètre de protection dans la plupart de nos villages, les églises n'étant pas protégées. Le maire tout seul n'a pas la capacité de s'opposer à ces choix de travaux qui ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient être et qui vont créer des pathologies forcément, des atteintes au confort des habitants et qui sont un profond gâchis d'argent public. Nous l'avons dit lors de l'audit au Sénat sur ce sujet. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire par rapport à la notion d'intensité patrimoniale. Il n'y a pas de petit ni de grand patrimoine, il y a un patrimoine et il y a une culture profondément déficiente qui manque de ce que certains appellent le petit patrimoine et que moi j'appelle le patrimoine rural, celui qui est le plus présent quand on quitte nos villes et qui fait la richesse de la France et qui fait souvent l'admiration des touristes qui viennent la visiter en nombre. Donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Voilà, je laisse la parole. Merci, je vais passer la parole à Julien Lacaze, qui est donc président des Sites et Monuments. Merci Madame la Présidente. Je vais être tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Maison Paysanne de France sur cette notion d'intensité patrimoniale. Je trouve tout d'abord que cette notion existe déjà.
puisqu'on a déjà toute une gradation d'instruments de protection du patrimoine. Hein. On a les abords, je dirais, simples, les plans délimités des abords, dans lesquels il va y avoir une attention un peu plus marquée sur certains secteurs. On a le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui ne protège que les extérieurs en fait, des façades, l'enveloppe bâtie. Et puis on a la ROLS qui est le PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, donc inventé par Malraux, qui va permettre de protéger aussi les intérieurs, permettre de reconquérir la pleine terre en éliminant des bâtiments parasites. Donc cette gradation, elle existe. En revanche, ce qui m'ennuierait, c'est que à instrument de protection égal, il y ait deux régimes en fait, différents en France, selon l'endroit où on se situe. Nous sommes très attachés à une conception nationale du patrimoine. C'est-à-dire qu'un maire ne puisse pas dire moi, je ne m'intéresse pas au patrimoine, mes administrés ne s'intéressent pas au patrimoine, donc je fais ce que je veux parce que je suis chez moi. On considère que les Français, quel que soit leur lieu d'habitation, sont intéressés par nature au patrimoine qui se trouve ailleurs et que chaque citoyen français doit pouvoir avoir un regard sur voilà, une commune qui est située très loin de chez lui parce que c'est un patrimoine national. Après, il y a des questions pratiques. La question du coût qui doit absolument être posée. Alors, première chose, l'architecte des bâtiments de France, il ne va pas forcément rendre les choses plus coûteuses. Ce qu'il va vous dire tout d'abord, c'est de bien entretenir l'existant. Parce qu'évidemment, c'est ce qu'il y a de plus patrimonial. De repeindre ses huisseries, de refaire ses mastiques. Il y a des choses qui ne coûtent pas grand-chose. Et l'architecte des bâtiments de France va être très conservateur et très écolo d'ailleurs dans sa façon de faire, hein, puisque les matériaux sont là, il faut les entretenir. Il n'y a pas de raison s'ils ne sont pas entretenus régulièrement. Alors, on a des croisées de menuiserie qui ont 3 siècles, qui sont toujours bonnes pour le service parce qu'elles ont été bien entretenues au fil du temps. Elles ont pu être transformées, être aménagées, être renforcées. Tout ça ne coûte rien. Pour les aménagements publics, choisir un arbre plutôt qu'un autre, ça je l'ai vu moi dans mon petit coin de Vendée, un arbre du cru ou un arbre exotique qui vient de je sais pas où, à la limite l'arbre exotique va être plus cher que de choisir l'arbre du cru. Et pourtant ça va être plus intéressant d'avoir un arbre du pays dans le pays justement pour faire découvrir les caractéristiques de ce pays. Donc là aussi, c'est pas une question de coût. Alors ensuite, on peut parler d'autres types de travaux. Ce qui va être souvent dans le collimateur, c'est le changement des menuiseries. C'est-à-dire on va mettre du PVC. Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Et malheureusement, les habitants souvent les plus qui ont le plus de difficultés à financer ces travaux vont se faire parfois avoir par des démarcheurs qui vont leur vendre des choses très très chères qui vont être peu durables. C'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que l'architecte des bâtiments de France va peut-être forcer à investir dans des matériaux qui sont un petit peu plus coûteux, mais qui au total vont être plus durables. Donc l'investissement va être rentable finalement, in fine. Et l'architecte des bâtiments de France, il faut aussi le voir comme celui qui empêche de faire une énorme bêtise, celui qui empêche un propriétaire de rendre sa maison ancienne dysfonctionnante. C'est ce qu'a dit Maison Paysanne de France, c'est-à-dire qu'il y a toute une logique de circulation de l'air, de l'humidité. Il ne faut pas mettre du polystyrène sur les murs, il ne faut pas changer les huisseries, pas remplacer les portes par des blocs-portes en PVC d'un modèle qu'on voit jusqu'aux États-Unis. Tout ça parce que ça transforme tout simplement une maison ancienne en cocotte minute. Et ça coûte très cher. Et finalement, ça entraîne ensuite des désordres auxquels il va falloir remédier. Et finalement, c'est absurde, en réalité. Donc l'architecte des bâtiments de France, quand on regarde vraiment ce qu'il apporte, finalement, ce n'est pas nécessairement des coûts. S'il y a des coûts qui sont supplémentaires, je pense qu'ils seront amortis dans le temps, même au moment de la revente d'une maison. Alors, on a une maison qui est peut-être plus belle, avec des matériaux plus qualitatifs. Peut-être qu'il sera plus facile de la vendre. Il faut voir tout cet ensemble-là. En conclusion donc, sur cette question, je dirais que en se promenant comme ça dans le pays, dans les campagnes, on voit tout de suite le village qui a un périmètre de protection et celui qui n'en a pas. Voilà. Ça, c'est évident, on le voit tout de suite. Moi, je suis en Vendée dans un village où il n'y a pas de périmètre de protection.
Les villages d'à côté, ils ont la chance d'avoir une église qui est inscrite au titre des monuments historiques. Ça change tout, parce que sur la durée, alors ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais les architectes des bâtiments de France ont quand même limité en fait les dégâts. Chez moi, alors c'est simple, vous prenez une maison ancienne, vous commencez par enlever, mais je l'ai vu faire, hein, vous arrachez alors tout ce qui est menuiserie en bois, voilà. Après, les cheminées, alors les cheminées, ça fait rentrer de l'eau dans les toitures, c'est bien connu, donc on va araser les cheminées. On va mettre de la tuile industrielle partout, et vous avez une maison, c'est extraordinaire parce que vous avez la carte postale en 1900 avec la même maison. Vous regardez la maison aujourd'hui, vous dites mais c'est incroyable, comment est-ce qu'on a pu transformer cette maison ancienne en un véritable pavillon, c'est-à-dire qu'elle pourrait être neuve aujourd'hui, et c'est absolument, absolument stupéfiant, et ça il faut vraiment l'éviter. Parce que c'est l'un des atouts des campagnes, c'est d'avoir des lieux qui sont encore beaux, qui peuvent être attractifs par leur beauté. Si la France est la première destination touristique mondiale, alors ça se fait beaucoup sur des grandes villes, sur des grands symboles, mais pas que. C'est ce travail au jour le jour que font les architectes des bâtiments de France qui fait qu'on a l'un des plus beaux pays du monde. Et ça, même si ça coûte un petit peu plus cher, il faut maintenir ce système-là, de notre point de vue. Merci. Et enfin, M. Christophe Blanchard-Dignac, président de Patrimoine d'Environnement, s'il vous plaît. Voilà, il me reste quelques secondes tout de même. Les deux questions du monsieur le rapporteur sont très intéressantes. Alors, sur l'intensité, on voit bien l'intelligence, disons, de cette question. Et en même temps, quand on est dans la mise en œuvre, c'est assez compliqué. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à faire confiance en la responsabilité des acteurs, à condition qu'on les mette en situation de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas appliquer au patrimoine les réflexes je ne vais pas opposer patrimoine et construction moderne, puisqu'il y a des constructions modernes qui seront demain des éléments du patrimoine. Mais tout de même, la construction neuve, est normative. Ce sont les normes. Donc on décline des normes. L'ancien, c'est la compréhension du bâtiment d'abord, la compréhension des lieux, et pas l'application de normes. Nous, on voit le ravage du DPE sur le bâti ancien non protégé. C'est parce que c'est un raisonnement, pardon de le dire, parce que c'est un peu mon métier d'autrefois, technocratique, qui est de décliner quelque chose qui va s'appliquer partout. Eh bien non, en matière de patrimoine, les mêmes choses ne s'appliquent pas partout. Il y a une logique, il y a une culture, il y a une cohérence, et puis il y a une application au cas par cas, et cette application, elle est faite par l'architecte des bâtiments de France. Alors pour qu'il travaille mieux, il ne faut pas qu'il travaille seul. Il faut d'abord qu'il ait quelques moyens, parce qu'évidemment, si on lui donne de plus en plus de travail avec de moins en moins de moyens, il viendra un moment où le travail ne sera pas fait qualitativement comme il doit être. Ça veut dire qu'il faut que les élus soient en situation de responsabilité, ce qu'ils sont. Il faut que les élus associent les populations. Nous sommes là, nous, association du patrimoine, pour rendre service à cette association, si j'ose dire. C'est-à-dire pour faire en sorte qu'on explique, qu'on incite à des concours de ville. On fait le concours des entrées de ville avec d'autres associations. On peut aussi faire des concours dans les écoles pour que les enfants soient plus familiarisés, etc., au patrimoine, ce que nous faisons. Mais je pense que l'architecte des bâtiments de France ne doit pas être laissé seul. Il ne peut pas porter seul la politique du patrimoine. En revanche, s'il n'était pas là, ça serait une catastrophe. Si ces avis n'étaient pas conformes, d'ailleurs, ce n'est pas comme ça le terme technique, c'est des autorisations, mais enfin, on appelle ça un avis conforme. On a un exemple grandeur nature. Les sites inscrits, il n'y a pas d'avis conforme. Et on voit, après presque un siècle d'application, ce que c'est devenu. Nous sommes avec Julien à la commission supérieure des sites. Donc, moi, je suis plutôt partie paysage que partie bâti. Dans les spécialités de patrimoine d'environnement, il y a les personnes des monuments historiques, des bâtis. Et moi, je suis plutôt les paysages et des sites classés. Eh bien, les sites inscrits, il y a 30% des sites inscrits. Le bilan a été fait à propos de la loi de 2016. Il y a eu la loi sur la biodiversité. C'est une vraie catastrophe. Et ça ne date pas d'hier. On voit dans la durée ce que ça peut donner. Quand il y a quelqu'un, comme l'a dit Julien Lacaze,
qui est là pour empêcher les bêtises. Mais moi, empêcher les bêtises, oui, c'est la première des choses. Mais ce qui est plus important, c'est de mettre tout le monde en situation de responsabilité, dans un cadre de cohérence, dans une réflexion commune. Et donc, il faut qu'il y ait un dialogue beaucoup plus suivi entre les maires, qui sont les premiers responsables de la politique d'urbanisme, et les architectes des bâtiments de France. Pour ça, il faut que chacun ait le temps de le faire. Et le sujet des architectes des bâtiments de France, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à faire avec peu de moyens. Et donc, je pense que c'est un peu... Investir dans le patrimoine, c'est quelque chose de rentable sur le plan, pas économique seulement, parce que ça va attirer du monde, c'est aussi rentable sur le plan du développement durable. Puisque, comme l'a très bien dit Gilles Alglave, enfin bon, le siège de patrimoine et environnement est chez Maison Paysanne de France, donc nous sommes en connivence intellectuelle assez forte. C'est un bon investissement. Un bon investissement pour la planète et de rénover plutôt que de tout casser, tout reconstruire avec des matériaux qui viennent du bout du monde. Hein, c'est aussi ça le sujet. Donc votre question est excellente, monsieur le rapporteur, mais la réponse, c'est du cas par cas, dans un cadre où il y aura eu du travail en amont et il y aura du travail en aval. Le passage de l'architecte des bâtiments de France, c'est une étape. C'est une étape entre une construction, enfin si j'ose dire, en amont, et une construction qui aura en aval. Car ça ne doit pas s'arrêter à un avis positif ou négatif, avec prescription ou sans prescription. C'est une étape dans une démarche où il faut associer les défenseurs du patrimoine, au premier rang desquels il doit y avoir les maires. Parce qu'on ne peut rien faire contre les maires. Si les maires ne s'intéressent pas au patrimoine, ce n'est pas l'architecte des bâtiments de France qui pourra faire émerger une politique patrimoniale dans la commune. Pour empêcher quelques bêtises, mais c'est tout. Et voilà. Donc, et même quand on est dans des très grandes villes, comme Paris, regardons qui peut se passer sur certaines places de Paris. C'est pas si facile que ça de faire respecter une vision de la politique patrimoniale. Je vous poserai comme question... allez-y. La deuxième question qui est un peu loin du sujet des architectes des bâtiments de France, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le bon calcul pour l'équilibre social, pour l'équilibre écologique d'une ville ou d'une petite ville, c'est tout de même que les centres historiques soient habités avec des habitants. Donc on dépasse là, c'est pas l'architecte des bâtiments de France qui va vous régler le sujet, mais en tout cas c'est un vrai sujet, parce que si les centres historiques ne vivent pas, eh bien c'est la ville elle-même qui est déséquilibrée. Et moi je suis très attaché, comme toutes les personnes de patrimoine et environnement, à aussi ce qu'on pourrait appeler les zones tampons, c'est-à-dire que vous avez le centre écrin, si j'ose dire, historique, et puis après il y a la transition vers le reste. Et donc on est dans des choses qui dépassent un petit peu la mission d'aujourd'hui. Déjà qu'on est bavard, vous imaginez ce que ça pourrait donner si on parlait de tous ces sujets. Mais l'intensité, je dirais, c'est une bonne intuition, mais la manière de la mettre en œuvre, c'est certainement pas avec des normes. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire les uns et les autres, et peut-être particulièrement vous, M. Blanchard, donc les moyens qui sont alloués aux ABF, parce qu'on en parle au fur et à mesure des auditions, est-ce qu'elles vous paraissent à tous adaptées à leur mission? Est-ce que pour vous, certaines d'entre elles doivent être renforcées? Ou à contrario, est-ce qu'elles peuvent être redéployées, mais vers quels autres acteurs? Parce que depuis qu'on auditionne, on sent bien qu'ils ont la compétence, ils ont la connaissance, mais qu'ils ont beaucoup, je le disais à l'audition précédente, 500 000 dossiers les dernières années pour 189 ABF. On sent aussi l'importance de co-construire n'importe quel projet, mais voilà, se pose la question... Là, dès qu'on parle de moyens budgétaires, d'abord, c'est pas si coûteux que ça. Alors évidemment, les personnes du budget dont j'ai fait partie, moi j'étais directeur, toute dépense est méchante en soi, forcément, mais tout de même, là, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement, mais simplement, il faut être cohérent.
Et ce dont les architectes des bâtiments de France ont besoin, c'est d'abord qu'on les connaisse mieux, y compris les DRAC, qui ne les connaissent pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. Deuxièmement, qu'on les accompagne dans le temps long, car le temps du patrimoine est un temps long. Le directeur général des patrimoines, qui a brillamment fait une audition ici, je veux dire, c'était passionnant tout ce qu'il racontait. Je me suis permis d'écouter un petit peu tout ce qu'ont dit nos prédécesseurs ici. Le directeur général des patrimoines annonce plein de mesures tout à fait sympathiques. Sauf que ces mesures, on en parlait déjà en 2010 pour beaucoup. Donc, moi, le sujet, c'est plutôt de mettre en œuvre, et de mettre en œuvre peut-être des mesures tout le temps. Car le patrimoine, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de... Voilà, c'est pas un travail où on fait une action tout d'un coup et puis après il se passe rien. Non, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, il y a des règles de bon sens à faire prévaloir. On se dit, on a du mal à recruter des architectes des bâtiments de France parce qu'il y a une formation unique. Simplement, les primes au ministère de l'Équipement sont plus favorables qu'à la culture. Donc, je veux dire, on a beau être désintéressé, il y a un moment où on regarde aussi ce genre de choses. Donc, il faut avoir une politique cohérente, qui n'est pas nécessairement coûteuse, mais en tout cas cohérente. Et surtout, quand on a des mesures, il faut les mettre en œuvre. Et puis, quand un système marche, peut-être pas parfaitement, mais marche, avant d'y toucher fondamentalement, il faut avoir la main qui tremble. Je me suis permis de l'écrire. La parole à M. Lacaze et puis après aux deux personnes qui sont en visio, s'il vous plaît. Sur les moyens, on est émerveillé de tout ce que peuvent faire ces 180 ABF et les 800 agents qui sont dans les SDAP, dans les UDAP. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à la fois le patrimoine bâti, les sites, les monuments inscrits, certaines, effectivement, c'est absolument stupéfiant. Et de voir finalement que bon, les revendications qui sont d'avoir peut-être un ou deux agents, peut-être un ABF et un agent de plus par UDAP, ça ferait 200 nouveaux fonctionnaires en France. Quelle goutte d'eau comparé aux enseignants, par exemple. Il doit y avoir 900 000 enseignants en France. Voilà. C'est ça, hein. Donc on demande, nous, tous les ans, qu'on les mette au moins à l'étiage, c'est-à-dire qu'ils puissent travailler correctement avant de savoir ce qui doit être changé, s'ils travaillent bien ou mal. Il faudrait qu'ils aient vraiment le minimum. Là, on parle vraiment d'un minimum, hein, plus deux fonctionnaires par UDAP. Il faut voir que quand même la France est la première destination touristique mondiale. Je le répète, ça tient quand même en partie sur ces 180 fonctionnaires. En partie, hein, il n'y a pas que ça. Mais ce n'est pas neutre du tout. Et ils font tellement avec... alors, c'est vraiment un métier de vocation. Il n'y a que des coups à prendre. Hein. C'est effrayant. Personne, d'ailleurs, aujourd'hui, ne veut être... sauf vraiment quelqu'un qui veut se dévouer à la cause. Mais ça c'est pas... Voilà, c'est pas normal. Il y a aussi... C'est pas juste aussi. C'est pas juste, absolument. C'est pas juste. Et il y a aussi la question de la position de l'ABF, qui est un peu comme un enseignant à qui on demanderait d'évaluer ses élèves, mais sans avoir pu leur faire cours avant. C'est-à-dire qu'il n'a aucun moyen de pédagogie, aucun moyen d'expliquer en amont pourquoi est-ce qu'il souhaite telle tuile plutôt que telle autre. Parce que ça, encore faudrait-il qu'il ait pignon sur rue, qu'il y ait une maison du patrimoine dans laquelle on puisse montrer les matériaux, ce que c'est qu'une tuile du pays, et il y en a des variétés infinies, ce que c'est que la tuile qui va être recommandée, qui ne va pas être exactement la tuile ancienne, et puis la tuile industrielle dont on ne veut pas. Montrer la même chose avec une porte. Ce que c'est que, voilà, quelles sont les couleurs qui sont en usage généralement. C'est une maison matériothèque pour essayer, avant de rendre cet avis,
de convaincre, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de rendre cet avis parce que le propriétaire va lui-même proposer des choses qui sont conformes au patrimoine. La question de l'éducation sur laquelle Gilles est intervenu, elle est absolument fondamentale. Les Français aujourd'hui ont, je pense, une culture littéraire qui a été transmise par les études qu'ils ont faites, mais en matière d'architecture, ils ignorent les premiers rudiments de cette question. Nous, on aimerait faire un sondage à Paris, montrer à des Parisiens, voilà, cette façade, selon vous, elle date de quand ? Là, on va avoir des surprises. Ce qu'il faut absolument, et nous on insiste là-dessus, c'est pas l'histoire de l'art à l'école, c'est apprendre à chaque petit Français à reconnaître un garde-corps années 30, un garde-corps Louis XVI, et ça il y en a dans tous les villages de France, pour pouvoir s'approprier en fait le patrimoine et que l'avis de l'ABF, l'autorisation de l'ABF, ne soit pas perçue comme une lubie, parce qu'évidemment quand on ne comprend pas, ou du mépris social. Exactement. Mais bon, lui, il est forcé de faire son boulot parce qu'il fait le tri. Il dit, moi, je ne vais pas privilégier la pédagogie parce que j'arrive à peine à rendre mes avis. Et si je ne rends pas mon avis, on va la détruire, cette maison. Donc voilà, oui, et puis il priorise, et c'est normal. Donc ça c'est vraiment problématique. Alors ensuite, quelle était la question des moyens? Oui, il faudrait effectivement augmenter ça. Alors j'aimerais insister quand même sur une chose, c'est que ce sous-effectif des architectes des bâtiments de France va être en quelque sorte utilisé comme argument contre les architectes des bâtiments de France. Bon, nous, on avait proposé un amendement 10 km pour les éoliennes, en disant, le périmètre ça a été créé en 1943, il y a 500 mètres, mais en 1943, il n'y avait pas d'éoliennes. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, elles font 240 mètres de haut. Alors oui, il y avait autre chose. Il y avait autre chose, effectivement. Il y avait d'autres problèmes. Mais enfin, des structures très hautes comme ça, qu'on monte très facilement, ça n'existait pas. Donc, on dit, 10 km, elles sont visibles jusqu'à 40 km, voire 50. On coupe la poire en 4 ou en 5. On fait un avis de 10 km spécifique aux éoliennes, qui est un avis conforme de l'ABF. Et là, ce que nous répond le rapporteur, donc c'était la loi relative à l'accélération des ENR, on nous répond, il n'y a que 120 architectes des bâtiments de France pour tout le territoire. Ils auront donc du mal à traiter l'ensemble des dossiers. Je trouve ça incroyable de raisonner sur une situation de sous-effectif qui est anormale. Même chose, alors là, en Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, où je suis moi dans la section des espaces protégés, donc des sites patrimoniaux remarquables, sans arrêt, on a, dernièrement, la dernière commission, 25 avril, village de Chillac, en Haute-Loire, le maire, donc il y a 3 périmètres qui lui sont proposés. Le maire dit les 3 périmètres me conviennent, donc un tout petit, un moyen et un très large. Les 3 me conviennent. D'ailleurs, moi, je subventionne en fait les ravalements, les restaurations, au-delà d'ailleurs du périmètre numéro 1. Donc pour moi, ça ne change rien. Et là, on a l'architecte des bâtiments de France qui vient et qui dit comment je vais faire pour traiter les maisons qui vont être concernées par mes avis en zone 2. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas. Donc il y a une forme d'autocensure et du fonctionnaire qui lui-même va dire moi j'en peux déjà plus. Voilà. Et ça c'est quand même très gênant parce que voilà. Et puis en plus on travaille mal quand on travaille dans ces conditions-là. Et ensuite on vient reprocher aux architectes des bâtiments de France certaines bévues, certaines choses qui sont mal faites. On est le premier à le reconnaître. Mais voilà. On peut pas raisonner comme ça en état de sous-effectif, je dirais, récurrent. Et on se demande si finalement c'est pas un petit peu fait exprès, dans le sens où on se dit, finalement ce sont des empêcheurs d'activité économique, on va pas en plus leur donner des postes, parce que si on leur donne des postes, alors là ils vont tout bloquer, et on va surtout les laisser comme ça, leur donner le moins de moyens possible pour travailler, les rendre les moins sympathiques possibles pour pas qu'ils puissent surtout expliquer ce qu'ils font en amont. Et voilà, c'est aussi une façon de faire régresser en fait la protection du patrimoine en France. Et s'il y a une chose à faire, moi, si j'étais ministre de la Culture, la première chose, c'est donner en fait les moyens de travailler aux architectes des bâtiments de France qui sont sur tous les fronts du patrimoine. Ça semble. Et alors à mégoter pour 200 fonctionnaires quand il y en a,
C'est aberrant, voilà. C'est une question qui fait réagir. Je vous remercie pour vos réponses. Alors, je crois qu'il y a Sabine qui voudra poser une question, mais je vais d'abord donner la parole aux deux autres personnes. Gilles Aglave, s'il vous plaît, et puis ensuite Philippe Gonzalez. Merci. Alors, c'est pas moi qui vais donc, on va dire, affirmer ce qui a été dit par rapport aux moyens, tant matériels que humains, qu'on donne aux STAP pour exécuter leur mission. Il est évident, et on le voit, qu'ils sont à bout de souffle, la plupart, qu'ils ne parviennent pas à faire correctement le travail qui leur incombe, qui travaillent à flux tendu et qui a quelquefois des ratés, hein, effectivement. Moi, j'ai vu des choses passer à certains moments où c'est un technicien qui finalement émet ou traite ou maltraite d'ailleurs un dossier qui aboutit à la destruction d'un bâtiment que l'architecte, s'il avait traité lui-même, n'aurait pas autorisé. Bon, je ne donnerai pas plus de précision, mais ça arrive et je ne jette pas la pierre, mais c'est le résultat, on va dire, d'un surmenage des services à qui on ne donne pas la capacité de travailler autrement que dans l'urgence. Je pense que, comme on le souhaite, on pourrait effectivement faire un effort, parce qu'on en fait dans d'autres domaines, sur le nombre d'architectes des bâtiments de France qui pourraient venir en aide et soulager un petit peu la mission de ceux qui sont déjà à la tâche. Je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là, même dans des situations de contraintes budgétaires comme nous. Il faut voir tous les bénéfices et considérer ceci comme un investissement plutôt que comme une dépense. On a toujours tendance à parler de dépenses. On ne voit jamais le côté positif de la dépense, qui peut être aussi un investissement. Et je pense qu'il faut aussi créer une synergie de toutes les forces. Et nous en faisons partie. Et je pense que les associations ne sont pas assez sollicitées par tous ceux qui sont dans des institutions, dans des structures officielles, administratives ou autres, et qui, à un moment donné, se privent d'une collaboration, d'une aide qui pourrait venir, on va dire, en renfort pour leur permettre d'accomplir dans de bonnes conditions leur mission. Et peut-être aussi dégager ce côté stress que peut représenter le contact avec l'architecte qui reçoit, on va dire, toutes les doléances quelquefois, et qui n'a pas forcément besoin de ça, avec toutes les critiques que cela peut accompagner. Donc je pense que les associations sont peut-être, parce qu'elles représentent la société civile, peut-être plus à même, quelquefois, de débloquer des situations, d'expliquer des choses, et de créer au fil du temps, avec les pouvoirs publics, des moments d'échange, des moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acculturation commune sur un territoire, et faire en sorte que le patrimoine de ce territoire devienne un bien commun et non pas simplement la propriété d'un tel qui veut peindre sa maison en rose et qui a décidé qu'il était en France et que la France, le pays des libertés, on devait l'autoriser, quoi qu'il en soit, à faire ce qu'il avait décidé. Parce que c'est ça un peu la mentalité du consommateur que nous sommes tous. Nous sommes tous des individualistes. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, on remet un petit peu en question tout ça parce qu'au niveau écologique, le symbole de ce rêve d'habiter une maison construite au milieu de sa parcelle, il est remis en question un petit peu, mais il est à la mesure de ce qu'on a mis dans la tête de chacun d'entre nous dans le rêve de la plupart des Français, c'est d'être propriétaire d'une maison au milieu de sa parcelle. Et quand on regarde l'habitat ancien, on s'aperçoit qu'il y avait une gestion du foncier qui n'avait rien à voir avec celle que l'on a opérée pendant des lustres, en créant des lotissements et en les implantant d'ailleurs dans les campagnes, dans une intelligence complètement qui n'a rien à voir avec l'intelligence de nos anciens au niveau de l'utilisation du parcellaire. Et pour revenir sur cette nécessité de faire des choix qui vont toujours dans le sens des économies d'énergie, économies d'énergie grise et de bilan carbone. Je reviens sur la loi climat-résilience. Il serait bon aussi qu'on incite de façon, on va dire, très forte, en donnant des aides plus importantes, en valorisant le choix du réemploi de l'ancien. On a parlé tout à l'heure des centres anciens qui étaient souvent abandonnés, vidés de leur substance et quelquefois qui disparaissaient de la planète parce que finalement on récupérait le foncier. Avec la loi sur le zéro artificialisation nette, cela ne va pas s'arranger. On incite
non pas à la vertu, mais si on n'a pas cette pédagogie et cette incitation, on va dire, fiscale, de dire si vous réemployez de l'ancien, le réadaptez aux besoins de notre modernité, vous êtes dans le juste du point de vue de l'écologie et de tout ce qu'il faut atteindre au niveau des objectifs qui nous sont fixés, et vous êtes aussi dans le juste par rapport à la culture et à l'héritage que constitue la conservation et la préservation de ces trésors dont nos jeunes ont bien besoin aujourd'hui. Donc voilà, je pense que tout est dans tout, et si on veut utiliser la force et la passion que nous avons mis en place depuis des lustres dans nos associations depuis la création, depuis qu'elles existent, si on utilisait un peu plus souvent ces associations au moment des concertations et des actions élaborées en haut lieu, je pense qu'on économiserait beaucoup et d'argent et beaucoup d'erreurs, et que le monde ne s'en porterait que mieux. Voilà mon sentiment. Merci, Monsieur Gonzalez. Voilà, excusez-moi. Quelle est la question précisément? C'est une forme de conclusion pour ce qui me concernerait. Voilà, alors, donc, on a beaucoup parlé de tout ce que les ABF ont à faire, de tout le conseil, les compétences qu'ils ont, l'importance du travail en amont sur les projets. Donc, ma question était, les moyens qui leur sont alloués vous paraissent-ils adaptés à leur mission? Et puis, est-ce que certaines d'entre elles vous paraissent-elles devoir être renforcées, ou à contrario, est-ce qu'on peut en redéployer certaines vers d'autres acteurs? Ah oui, très bien. Donc la question de l'ABF et des UDAP, elle est à resituer dans les DRAC, des nouvelles régions, par exemple la DRAC Nouvelle-Aquitaine, vous savez, c'est plus grand que l'Autriche, ce pays-là. Et les DRAC, pendant longtemps, ont tout fait pour préserver les ETP, les équivalents temps plein des UDAP. Donc, ça n'a pas trop diminué, alors que ça diminuait partout ailleurs. Maintenant, on est resté à peu près à maintien constant, à effectif constant, alors que ça a été dit par les DRAC, ça a été dit par la NABF, un poste et demi de plus, peut-être deux par service, et en tout cas 2 ABF systématiquement, car un tiers des départements n'ont qu'un seul ABF, alors que par exemple à Bordeaux, ils sont 4, dans beaucoup de départements, ils sont 2, voire 3, mais certains, un tiers des départements restent avec un seul ABF. Alors là, c'est pas facile tous les jours pour être représenté, pour être sur tous les fronts. Cependant, le DRAC, lui, il a des clés. Hein. Une DRAC, c'est quand même assez important. Le préfet de région est derrière. On peut maintenir les emplois et les effectifs et les augmenter, probablement, puisque le surmenage existe. Quelques-uns tombent en burn-out. Hein. Je connais des exemples. Et quand on n'est pas en burn-out, les journées sont longues quelquefois. Quand on rentre de l'autre bout du département à 21h, et qu'il faut recommencer le lendemain à 8h ou 8h30. Donc, selon les époques, alors un poste et demi qui permettrait de faire un peu plus de pédagogie et de communication, avec l'appui des DRAC, la communication, et du préfet de région, oui. On l'a dit tout à l'heure, dans les communes qui ont des effectifs techniques, la collégialité existe. On se retrouve autour d'une table avec des dossiers importants, pas tous évidemment, pour faire avancer avec des arguments communs, que le projet sorte dans les meilleurs délais. Il sort toujours le dossier, il sort toujours, hein, mais quelquefois c'est 2 mois de trop, 4 mois de trop, et le calendrier est toujours très court. Donc, avec des villes de plus de 20 000 habitants, ou les sous-préfectures, on va dire, il faut savoir se réunir et travailler avec. C'est ce que font tous les ABF.
On leur a dit ça il y a 15 ans et ils le font. Ils auraient un poste et demi de plus. Ça irait bien mieux pour cette communication technique avec des communes importantes. Il faudra hiérarchiser dans tous les cas. Je suis assez d'accord avec mes paysannes de France. Tout est égal à tout, mais on est obligé de travailler dans l'urgence quelquefois. Et alors, par exemple, les bâtiments du XVe siècle, ceux d'avant 1500, ce sont des incunables. On les place dans la première catégorie. Pour nous, c'est précieux. En revanche, une croix de chemin qui a été plusieurs fois restaurée, qui n'est pas comme les calvaires de Bretagne, qui est quelque chose de modeste, eh bien, ça ne peut pas emporter la même préoccupation. Je reviens là-dessus parce que toute ma vie, j'ai essayé de hiérarchiser les missions et les objectifs. Donc, pour nous, c'est la ruralité d'abord, bien sûr, mais les villes de 20 000 et plus, il faut vraiment les faire progresser. Nous, ce serait diversifié. En Lot-et-Garonne, il y a des villes qui avancent sur le patrimoine, d'autres un peu moins, on va dire. Et on va les voir, on essaie de leur en parler, les ABF, mais également la sauvegarde de l'art français. Nous sommes très militants pour ce patrimoine religieux que le gouvernement a l'air de vouloir relever par des taux donataires particulièrement intéressants. Donc là, il faudra continuer les efforts avec des effectifs un peu plus et transmettre une décentralisation de plus, peut-être une quatriémisation, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? De toute façon, c'est la collégialité qui nous permettra d'avancer en élargissant les responsables du patrimoine. Heureusement, nous ne sommes pas tous seuls. Nous avons les DRAC. Les départements ont des conservateurs du patrimoine souvent intéressants qui connaissent bien le département de la même façon. Les UTAP ont une connaissance fine, on se réfère fréquemment à eux. Mais le chemin risque d'être long. Je ne pense pas que nous aurons des postes demain matin, mais M. Lacaze l'a bien dit, par le secrétariat d'État aux Beaux-Arts, il était autrefois à l'éducation nationale. Nous avons eu un ministre commun à une époque et nous sommes prêts à partager ces équivalents temps plein avec l'éducation nationale. Là-dessus, on pourra y aller. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Sabine Drexler. Voilà, merci. Alors en fait, en ce qui me concerne, je n'ai pas de questions parce qu'en fait, voilà, je suis en accord total avec tout ce que j'ai pu entendre pendant cette audition, vraiment. Et il faut que vous sachiez, les associations patrimoniales, que vous avez devant vous de vrais alliés. En fait, on est à vos côtés. En fait, ce que vous dites, on le ressent nous aussi. Donc, vous pourrez vraiment compter sur nous. Juste peut-être quelques mots par rapport à l'idée de hiérarchisation, en fait, du patrimoine. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas pour, parce qu'en fait, ce serait considéré quelque part qu'il y a du patrimoine qui mérite d'être considéré, du patrimoine prestigieux, et un autre qui serait, on va dire, qui ne mériterait pas, ou moins notre intérêt. Je pense que ce serait dangereux de le faire. Et donc, ça va vraiment dans le sens de ce que vous avez pu dire les uns et les autres sur l'idée d'une identification générale du patrimoine. Alors, juste témoigner rapidement de ce que nous faisons en Alsace. Donc, au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, nous avons une politique de subvention, d'aide à la restauration du patrimoine, qui est en fait des subventions qui sont majorées si en fait les élus entreprennent une identification de leur patrimoine. Et ce sont des idées, enfin, c'est-à-dire qu'on peut multiplier les subventions par 4 en cas d'identification du patrimoine non protégé.
Ensuite, la question de l'éducation au patrimoine, évidemment, hein, je suis d'accord avec vous aussi, parce que finalement, si on pouvait éduquer nos enfants au patrimoine, ça éviterait d'expliquer ensuite aux adultes pourquoi il ne faut pas mettre du polystyrène, par exemple, sur du pan de bois, que ce n'est pas uniquement pour des questions esthétiques qu'il ne faut pas le faire, mais c'est parce qu'en fait, on condamne le bâti. Sur la question des moyens, alors évidemment, moi je pense comme vous que l'État devrait mettre davantage de moyens dans la restauration du patrimoine, compte tenu des enjeux en termes écologiques qu'on a rappelé tout à l'heure, mais aussi économiques, puisque finalement le patrimoine fait venir chaque année des millions de touristes et donc donne de l'emploi aussi aux artisans, pourquoi pas aussi au monde agricole, hein, si on pouvait développer par exemple des filières de biosourcés, on pourrait imaginer des filières entières consacrées à l'isolation, aussi des enjeux en termes sociaux, parce que finalement tous ces logements qu'on est en train de déclasser, de classer en F et G, tous ces logements en centre-bourg, on est en train de les sortir du parc locatif, et ça c'est juste dramatique aujourd'hui au vu des enjeux de la crise du logement, et vu aussi l'urgence actuellement de ce qui est en train de se passer, qui est lié à la loi climat et résilience, hein, parce que les dégâts on les voit déjà. Là, on est en train de démolir des maisons au nom du ZAN. Hein, et donc là, au nom de tout ça, je pense qu'il faudrait d'urgence en fait consacrer davantage d'argent à la rénovation énergétique, que ce soit en matière fiscale ou alors d'aide financière. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Monsieur Blanchard. On peut faire des économies aussi. Parce que quand il y a des aides publiques pour mettre du polystyrène sur des maisons anciennes qui vont non seulement créer des dégâts sur le bien, mais des dégâts sur la santé des personnes qui vont y vivre, là on peut faire des économies. Je peux vous dire que ces économies rapporteront beaucoup plus que les quelques emplois qu'il faudrait mettre en renfort des ABF. Monsieur le rapporteur, non? Mais je crois que ça va être le mot de conclusion. Merci infiniment d'être venu pour nos échanges. Ah, vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Lacasse? Je vous en prie. Très rapidement, puisque j'ai vu qu'il était question en tous les cas, qu'il y avait une réflexion sur l'avis conforme, en tous les cas, bon, créer un avis simple, donc faire passer le pouvoir d'autorisation, finalement le changer en un avis tout court qui par nature d'ailleurs est simple. Il y a un exemple sur lequel nous étions penchés, qui est celui de la ville de Foix, qui justement est en zone d'avis simple, puisqu'il s'agit de bâtiments qui ont été placés sous arrêté de péril par le maire de Foix et sous arrêté d'insalubrité par le préfet. Alors c'est vraiment un dossier en fait il suffit de le regarder pour comprendre. Donc là on a le château de Foix qu'on voit ici, l'église Saint-Volucien donc qui est monument historique. Il y a tout un rideau de maisons qui est au bord de l'Ariège, un moulin du XVIIe siècle, maison très belle du XVIIIe siècle avec des balcons. Voilà, on voit les galets roulés de l'Ariège là qui sont employés justement dans les constructions. Donc tout ça a été placé sous arrêté de péril, et je voulais vous lire quelques mots vraiment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui donc n'a plus son pouvoir d'autorisation et qui n'a plus qu'un avis simple. Donc il commence par viser donc, les 4 monuments historiques qui sont concernés par la démolition de ces maisons. Et ensuite, donc, il explique qu'il s'agit d'une très belle composition pittoresque et qu'il s'agit de la carte postale de la ville de Foix. Donc, c'est pas rien. Ensuite, il poursuit, il dit que la démolition donc, de ce rideau de maisons au bord du fleuve serait une perte irrémédiable sur le plan architectural, historique et patrimonial, de nature à altérer gravement et définitivement le caractère et la qualité des abords protégés. Et ensuite, donc, il poursuit dans un nota, l'état du bâti concerné ne justifie pas en lui-même une démolition car il ne présente aucun défaut structurel. Et il termine en disant, à regret, je suppose, ce projet tombe sous le coup de la loi Elan. Voilà. Et là, je vais le remettre à votre mission. Donc, j'ai le permis de démolir
du maire de Foix, donc qui constate, vu l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, qui vise l'article L632-2-1 du Code du patrimoine, qu'il s'agirait peut-être de développer, d'enrichir, en tous les cas, d'enrichir les dérogations à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Et le maire termine en disant, considérant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est un avis simple, et ensuite il accorde le permis de démolir. Et le résultat, il est là. On voit donc toutes les maisons qui sont détruites. Donc nous vous incitons vraiment à ne pas développer en fait les exceptions qui sont dans cet article du Code du patrimoine qui concerne les antennes relais, les bâtiments sous arrêté de péril ou sous arrêté d'insalubrité. On voit déjà les dégâts qui ont été créés en France. Alors, il y a d'autres exemples, Marseille, Perpignan qui a été précurseur, Rueil-Malmaison. Voilà, donc on pourrait vous faire tout un petit dossier et je vous remets ça. C'est vraiment un exemple qui est extrêmement éloquent. Ceci m'amène à dire que si vous avez d'autres remarques, d'autres choses que vous souhaitez porter à notre connaissance, vous pouvez par écrit le faire. Il y a d'abord le questionnaire que vous pourrez enrichir suite à nos échanges. Et je crois que les administrateurs auraient besoin que tout cela soit remis avant le 4 juin, dernier délai, si ça vous va. C'est ouvert. On reçoit tout. Et je vais vous transmettre une note de notre avocat parce qu'on a essayé d'attaquer le permis de démolir en référé, mais en réalité, le permis de démolir était inutile. Et la conclusion de notre avocat, c'est qu'on ne peut rien faire à part attaquer les arrêtés de péril ou d'insalubrité. Il nous dit, mais l'arrêté d'insalubrité, de toute façon, on ne pouvait rien faire parce que ce n'est pas dans le cadre de vos statuts. Donc, en fait, le truc est complètement bouclé. On ne peut rien faire face à cette dérogation donc au pouvoir de l'ABF pour les immeubles sous arrêté de péril ou d'insalubrité. Merci.